éviter d'avoir des accidents de rupture, de lacération comment on appelle, enfin, lacération, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas d'éviter que le sac soit abîmé, mais il n'y a pas comment on appelle ça encore, il n'y a pas d'indication formelle de faire une césarienne en cas de laparoscopie. Maintenant, tout dépend après de la taille. Il est clair que si on voit une grosse omphalocèle, je pense que le plus prudent serait de faire effectivement une césarienne. Mais bon, je ne peux pas vous dire quelque chose qui ne se fait pas en fait. Mais je suis d'accord avec toi hein, que ça fait peur de voir qu'on a le diagnostic en anténatal et quand même qu'on laisse la femme accoucher par voie basse. Mais ce n'est pas une indication systématique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ils ne sont pas encore réveillés. Alors, j'étais en train de regarder par rapport à cette question et je vois que dans certaines équipes, ils disent qu'un accouchement provoqué peut être choisi pour faciliter la prise en charge et que la césarienne est souvent préférée dans le cas d'un laparoschisis, mais que pour l'omphalocèle, il n'y a pas d'indication. On fait un accouchement par voie basse sans problème. Peut-être c'est dû au fait que dans le laparoschisis, les viscères ne sont quand même pas protégés. Excusez-moi, les viscères ne sont pas protégés par un sac et qu'on pourrait se retrouver face à des accidents de lésions des viscères. Yacine, tu as toujours levé la main. Est-ce que tu as fini ou bien c'était une autre? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, tu voulais dire autre chose? Oui, vas-y. Oui, parce que c'était un partage d'expérience. Parce que nous aussi, au service, on avait eu un omphalocèle qui a été diagnostiqué en anténatal. Donc, la césarienne était programmée. Il y avait effectivement les viscères bien couverts. C'était une grosse omphalocèle ou bien? Une grosse omphalocèle, oui. Oui, quand c'est une grosse omphalocèle, ces équipes préfèrent bien sûr la césarienne. Oui. Et on faisait juste les pansements, donc répétés, mais quand même espacés. Donc, chaque semaine, on faisait 2 fois. Et la chirurgienne pédiatre, ce qu'elle nous avait expliqué, c'est que dans l'omphalocèle, comme elles l'ont dit, comme la membrane est bien intacte, on faisait des pansements pour avoir un épaississement et pour au plus tard avoir une épidermisation. Et puis, vers l'âge de 1 an, faire une réintégration comme si c'était une hernie ombilicale. Oui, en fait, c'est ce qu'elle a montré dans le cours avec les images. Oui, ça a été bien, voilà, ça a été bien montré avec les images. Cette technique, bon, nous, on a eu des cas, hein, mais bon, on a l'impression parfois que le cours et la théorie est beaucoup plus simple que la pratique. Hein. En fait, nous avons reçu parfois des cas. C'est vraiment les grosses omphalocèles où le foie est même visible dans le sac hépatique. Ce sont ces omphalocèles-là qui vont poser d'énormes problèmes. Hein. Aussi, je pense qu'une fois, je ne sais pas si c'était un cas d'omphalocèle ou c'était un cas de laparoschisis, pour moi, il fallait mettre un matériel de synthèse, genre plaque de Gore-Tex, pour permettre à la peau de se fermer progressivement. Mais je pense que les chirurgiens avaient choisi de faire la réintégration en un temps. Il a fait une occlusion, l'enfant ne s'en est pas sorti. Hein. Donc, parfois, on a l'impression que la théorie est un peu plus simple. Mais en pratique, ce n'est pas du tout facile. Mais par contre, moi, l'expérience que j'en ai en néonatologie en France, n'a jamais perdu de cas d'omphalocèle ou de laparoschisis. Hein? Jamais. Jamais. Maintenant, les grosses omphalocèles peuvent durer à l'hôpital, c'est vrai. Parfois, du fait de l'hyperpression abdominale, la compression abdominale, on peut être amené à les ventiler, c'est vrai. Mais ils ne mourraient pas de leur malformation. Donc, je pense que, quand j'avais posé la question aux chirurgiens ici, quand j'ai vu que les gros laparoschisis, hein, avec un défect important, étaient opérés, réintégrés en un temps, je leur ai dit, mais est-ce qu'il ne pouvait pas utiliser des plaques de Gore-Tex? Ils m'ont dit que les plaques de Gore-Tex n'étaient pas disponibles ici.
Donc, c'est difficile. Et cette plaque de Gortès, une fois qu'elle a été mise en place, la peau s'épithélialise au-dessus progressivement et les enfants s'en sortent. Mais bon, ce n'était pas disponible. Donc, voilà. Donc, moi, je voudrais faire quelques remarques. Déjà, est-ce que tu peux mettre la diapo de la définition? J'ai l'impression que vous enlevez tout de suite vos présentations. Ce n'est pas ce qui est fait. Hein? Je peux avoir la diapo de l'introduction, s'il vous plaît, de la définition. Affiché. Non, je ne l'ai pas, c'est bizarre. C'est affiché. Non, excuse-moi, je pense que... Voilà, donc laparoschisis, donc défaite para-ombilical droit. Moi, je préfère ce que tu as mis dans le cours, généralement situé à droite. Hein. Moi, je n'ai pas encore vu de laparoschisis à gauche. Mais je n'ai pas vu un livre aussi où on dit qu'obligatoirement c'est à droite. Donc, c'est généralement situé à droite, le laparoschisis. C'est ça qu'il faut plutôt mettre. Alors, dans le cas de l'omphallocèle syndromique, ce n'est pas Beckwith-Wiedemann, c'est syndrome de Wiedemann-Beckwith. Dans la littérature, vous ne verrez pas Beckwith-Wiedemann, c'est Wiedemann-Beckwith. C'est important parce qu'eux, ils ont choisi l'ordre dans lequel ils ont mis les noms. Vous ne pouvez pas le changer. C'est Wiedemann-Beckwith et non Beckwith-Wiedemann. Et voilà, vous avez parlé de macrosomie, macroglossie. Et ce qu'il faut surtout dire, une viscéromégalie, mais c'est une hémiviscéromégalie en général. C'est-à-dire, on a l'impression qu'une partie du corps est hypertrophiée par rapport à l'autre, un membre qui est plus gros que l'autre membre, etc. Donc, on a l'habitude de voir ça. Et au niveau de l'oreille, il y a d'autres malformations qu'on peut voir au niveau de l'oreille, dans la maladie de Wiedemann-Beckwith. C'est des stries latérales au niveau comment on appelle encore, du lobe de l'oreille. Oui, du lobe de l'oreille. Alors, la paroschisis, donc ça j'ai dit. Alors, mettez-moi la diapositive où vous parlez de l'évolution et pronostic. D'accord, ok. D'accord. Alors, le tableau qui compare l'omphallocèle au laparoschisis, vous pouvez le compléter en parlant de coller dans les deux cas. Parce que c'est une question qui revient souvent à l'examen. Hein. Vous pouvez avoir une question où on vous demande d'avoir... pourquoi la présentation est partie? Je vous demande une diapo et elle se barre. C'est automatique, Ah, d'accord, ok. Ok. Voilà, là, vous avez parlé bon, là, je ne vois pas avec ma barre d'outils. Vous avez, d'accord, parlé de la fréquence, de l'origine, de la malformation, notion de malformation associée, viscère. J'ai pas compris là, quand vous dites viscère, sac, et non, c'est pas viscère. Qu'est-ce que vous entendez par viscère, sac, et à droite, non? Les os sont recouverts par le sac, par contre, la paroschisis ne sont pas recouverts. Est-ce que c'est clair ce que tu dis? C'est clair quand tu le dis comme ça? Moi, j'aurais préféré que tu mettes sac à la place du viscère et omphallocèle. Tu mets oui, et à la paroschisis, tu mets non. Ce n'aurait pas été plus clair pour vous, ou bien pour tout le monde, c'est clair comme ça? Le cordon au sommet du sac latéral, et puis voilà, et puis l'ouverture qui est beaucoup plus large dans le cas de l'omphallocèle. Alors, dans les complications, allez dans les complications, vous avez dit 6 malformations, vous avez dit sévère, c'est pas sévère, c'est sévère. Allez-y, continuez, je vais voir si la diapo apparaît. Allez-y, non, dans les complications. Complications. Là, vous êtes dans les complications. Oui, c'est la première diapo sur les complications. Oui, oui. D'accord, continuez. Voilà, mais plus doucement. La diapo suivante.